Dans l'épisode précédent de notre série sur la Première Guerre mondiale, dont le lien est noté ci-dessus, nous avions vu que la Grande Guerre s'enlise dans des conflits meurtriers sur le front. Mais contrairement à l'imaginaire qui se crée autour de ce conflit, la guerre s'est également déroulée sur d'autres fronts à travers le monde, mais aussi sous d'autres formes. Nous voici donc arrivés au 4e épisode de notre série consacrée à la Première Guerre mondiale, qui commence maintenant. C'est parti générique. La Première Guerre mondiale débute sur le continent européen, mais on retient surtout la guerre sur le front de l'Ouest, regroupant notamment les forces françaises, britanniques, belges, allemandes et italiennes qui vont décider dans un premier temps de rester neutres avant de s'engager auprès de la Triple Entente regroupant la France, la Russie, le Royaume-Uni, qui lui concède de nombreux territoires en cas de victoire. Les opérations italiennes restent limitées à un front qui les oppose la plus grande partie de la guerre à l'Autriche-Hongrie. De 1915 à 1917, l'armée italienne, mal équipée et mal commandée, arrive néanmoins à pénétrer de quelques kilomètres en territoire ennemi, les Autrichiens restant en général sur la défensive. Cependant, à l'automne 1917, les Italiens subissent une cuisante défaite lors de la bataille de Caporetto avant d'obtenir la victoire à Vittorio Veneto en novembre 1918 qui amène l'Empire austro-hongrois à demander l'armistice qui met fin au conflit. Cependant, on oublie aussi que les Russes et les Serbes se sont battus contre la Triple Entente, ce qu'on va appeler le front de l'Est. Sur le front oriental, suivant les plans des Alliés, le tsar lance l'offensive en Prusse orientale le 17 août 1914, plutôt que prévu par les Allemands. En août, 2 armées russes pénètrent en Prusse orientale et 4 autres envahissent la province autrichienne de Galicie après les victoires de Lemberg en août et septembre 1914. Les armées russes sèment alors la terreur en Prusse et sont accusées d'assassinat et de viol par la propagande allemande. Face aux armées autrichiennes mal équipées, les armées russes avancent régulièrement. Elles s'emparent de Lvov le 3 septembre 1914 et de la Bukovine et repoussent les Autrichiens dans les Carpates où le front se stabilise au mois de novembre 1914. Face aux Allemands, les Russes remportent la bataille de Gumbinnen les 19 et 20 août 1914 sur les forces de la 8e armée allemande inférieures en nombre. Ceux-ci sont sur le point d'évacuer la région lorsque des renforts commandés par le général Paul von Hindenburg remportent sur les Russes une victoire décisive lors de la bataille de Tannenberg les 27 et 30 août 1914. Confirmée lors de la bataille des lacs Mazur en Prusse orientale le 15 septembre de la même année, ce qui oblige les Russes à battre en retraite vers leurs frontières. Les Allemands stoppent définitivement les offensives russes en Prusse orientale le 31 août 1914. Le même jour, les Russes écrasent les Autrichiens lors de la bataille de Lemberg qui s'achève le 11 septembre 1914. Le 20 octobre, au cours de la bataille de la Vistule, les Allemands battent en retraite devant les Russes dans la boucle de la Vistule. Au début du mois de novembre, Hindenburg devient commandant en chef des forces armées allemandes sur le front Est. Il est considéré comme un héros et ses avis sont toujours écoutés par le Kaiser. Sur le front Sud-Est, les Autrichiens tentent à 3 reprises d'envahir la Serbie, mais ils sont repoussés et subissent une défaite à Serre le 24 août. Les Serbes, eux, reprennent Belgrade le 13 décembre, et enfin, entre le 29 octobre et le 20 novembre, les Turcs bombardent les côtes russes de la mer Noire. L'Empire ottoman rejoint donc officiellement les Allemands et les Autrichiens dans la guerre. Les Russes vont alors décider de lancer une attaque dans les Carpates, mais ils doivent faire face à une grande offensive des puissances centrales, les Turcs étant également passés à l'attaque au Caucase pour prendre les armées russes à revers. Pour tenter de soulager la pression sur les Russes en attirant le maximum de troupes allemandes vers l'ouest, Français et Britanniques vont lancer les assauts dans le secteur de l'Artois puis en Champagne le 16 février, dont nous sommes d'ailleurs revenus dans un épisode précédent. Bien évidemment, cette aide ne sera pas uniquement indirecte, il y aura aussi une principale aide directe de la part des Britanniques, notamment avec le personnage très célèbre de Laurence d'Arabie, qui va alors fomenter pour le compte des Britanniques le soulèvement des tribus arabes pour gêner les Turcs. Avec l'aide bulgare, les Austro-Allemands vont réussir à occuper toute la Serbie en 1915, contraignant l'armée royale serbe à traverser le pays pour trouver refuge à Corfou. Au lieu de se heurter au gros des troupes ennemies, là où elles étaient bien organisées, installées dans un réseau savant de tranchées, l'état-major des Alliés décida de porter ses coups sur des points de défense plus vulnérables, ceux de l'allié turc de l'Allemagne.
Le 25 avril 1915, un corps expéditionnaire allié débarque dans le détroit des Dardanelles. Le contrôle de ces détroits permettrait à la France et au Royaume-Uni de ravitailler la Russie et d'encercler les empires centraux. Cette idée, défendue notamment par le chef de l'amirauté britannique, un certain Winston Churchill, va déboucher sur un débarquement à Gallipoli de troupes essentiellement constituées d'Australiens et de Néo-Zélandais. Malgré le courage des soldats de l'Anzac, c'est-à-dire le corps expéditionnaire franco-britannique, les Alliés ne parviennent pas à pénétrer par surprise dans l'Empire ottoman et échouent dans leurs offensives successives. L'entreprise coûte 145 000 hommes aux Alliés et elle est un échec total. Les rescapés sont débarqués à Salonique au mépris de la neutralité grecque pour aider les Serbes menacés par les puissances centrales. Le corps expéditionnaire constitue l'armée française d'Orient qui soutient ensuite les Serbes et participe à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois en 1918. Mais après la stabilisation des fronts, les Allemands vont reprendre l'initiative sur le front russe. Le 7 février 1915, les Allemands lancent une offensive au sud-est des lacs de Masurie dirigée par le général Hindenburg. Les Russes sont encerclés et se replient sur le Niémen. Les Allemands, eux, remportent des succès spectaculaires, occupant la totalité du territoire polonais, la Lituanie ainsi qu'une partie de la Lettonie. Faute de munitions et d'artillerie lourde, les Russes n'ont pu tenir tête. Ils perdent près de 2 millions d'hommes, une catastrophe qui, à long terme, ébranle tout le régime tsariste. Il n'en paraît pourtant rien, puisque les Russes se replient en bon ordre sur des positions retranchées. Et pendant que le front de l'Est s'enlise, pour la première fois de la guerre, les pays en guerre vont mobiliser toutes leurs ressources, humaines, économiques et financières, dans la conduite d'un conflit total. Cela passe notamment par les différents empires coloniaux des belligérants, notamment en Afrique avec la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Empire allemand. En 1914, le monde était encore caractérisé par le colonialisme. Les puissances européennes s'étendaient sur plusieurs continents, notamment en Asie et en Afrique. De grandes rivalités existaient entre ces grandes puissances et l'éclatement de la Grande Guerre allait entraîner ces terres lointaines dans le conflit. Les colonies sont notamment connues pour leurs troupes qu'elles ont fournies. En France, on connaît notamment les tirailleurs sénégalais, mais aussi des troupes venues du Maghreb, de Madagascar ou encore d'Indochine et d'Océanie sont également venus renforcer les rangs français. Sur les 8 500 000 soldats mobilisés, environ 600 000 venaient des colonies. Il est à noter que les troupes venues des Antilles, de Guyane et de la Réunion ont été intégrées aux troupes métropolitaines. Le Royaume-Uni a également mobilisé ses troupes coloniales, notamment en Inde, où plusieurs centaines de milliers d'hommes ont été mobilisés et ont combattu sur de nombreux fronts, notamment en Europe, en Afrique de l'Est, contre l'Allemagne et contre l'Empire ottoman, notamment lors de l'échec sur le détroit des Dardanelles dont on a parlé précédemment. Les colonies africaines ont également été mises à contribution au sein des différentes unités, notamment le King's African Rifles, qui ont combattu lors de la campagne d'Afrique de l'Est. Enfin, les Britanniques ont également mobilisé leurs troupes dans les Caraïbes, au sein de plusieurs régiments. Ceux-ci ont à la fois servi en Afrique de l'Est et en Palestine. Au sein de leurs colonies africaines, les Allemands avaient aussi formé des troupes de défense locales nommées les Schutztruppen, ou troupes de protection, en français. Elles dépendaient directement de la colonie et ne faisaient pas officiellement partie de l'armée impériale. On retrouvait des combattants blancs, mais aussi des hommes recrutés sur place, que l'on nommait souvent Askari. Ces soldats n'ont pas été combattre en Europe et ont été mobilisés pour défendre les positions allemandes en Afrique contre les puissances rivales voisines jusqu'à la fin de la guerre. Les colonies allemandes en Afrique, encerclées d'ennemis français, britanniques et belges, puis portugais à partir de 1916, doivent se défendre et connaissent des sorts divers. Le Togo tombe dès août 1914 et le Cameroun en 1916. Au sud-ouest, les Allemands trouvent des alliés chez les Boers d'Afrique du Sud, encore marqués par la guerre des boers qu'ils ont subie contre les Britanniques quelques années plus tôt. Dès septembre 1914, ils prennent les armes et s'allient aux Allemands. C'est la rébellion Maritz, qui ne sera vaincue qu'en février 1915. Les Britanniques traversent ensuite le désert de Namib et prennent Windhoek, capitale des colonies allemandes du sud-ouest de l'Afrique, en juillet 1915. En revanche, la colonie allemande d'Afrique de l'Est résiste pendant les 4 années de guerre contre les troupes du Royaume-Uni, de la Belgique et du Portugal. Les troupes coloniales allemandes, menées par Paul von Lettow-Vorbeck, parviennent à mettre en échec les Alliés, notamment en battant les Britanniques et leurs troupes d'Inde à la bataille de Tanga en novembre 1914. Par la suite, ils résisteront en utilisant des tactiques de guérilla pendant 4 ans. Le nord de l'Afrique a également vu des affrontements dans le cadre du front du Moyen-Orient.
La Tripolitanie, la Libye, colonie italienne, ont vu des combats entre d'une part le Royaume-Uni, la France et l'Italie contre des tribus berbères et les milices séleucies soutenus par les Ottomans pour éloigner les troupes alliées de la Palestine et du Sinaï. Les affrontements prennent fin à l'armistice de Mudros, signé entre les Alliés et les Ottomans le 30 octobre 1918. Les colonies n'ont pas fourni que des combattants. En effet, alors que les hommes étaient partis au front, le manque de main-d'œuvre se faisait sentir. La France a notamment recruté près de 200 000 travailleurs venus notamment d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Indochine, et ils ont notamment travaillé dans les usines de matériel et de munitions, à l'intendance, dans les mines, les transports ou encore les travaux de terrassement à l'arrière et sur le front. L'Océanie a également connu des engagements, principalement du 29 août au 9 novembre 1914. Les colonies allemandes du Pacifique, peu défendues, tombaient rapidement aux mains des alliés proches, français, britanniques, néo-zélandais, australiens et japonais. Par exemple, l'île de Nauru se rend sans combattre le 9 septembre 1914. En Asie orientale, le principal enjeu colonial était la concession allemande de Tsingtao en Chine, sur la péninsule de Shandong. Elle fut prise par les Japonais le 7 novembre 1914. Pendant que le monde bascule dans une guerre totale à travers les différents empires coloniaux européens, en Europe, la guerre entre dans une phase nouvelle provoquée par l'évolution technique. Le 3 novembre 1914, l'amirauté britannique fait miner la mer du Nord, déclarée zone de guerre. Le Royaume-Uni s'appuie sur la marine pour protéger le pays et établir un blocus économique de l'Allemagne. L'année 1915 commence, le 19 janvier 1915, par une première dans l'histoire militaire, le bombardement aérien de civils par un zeppelin au Royaume-Uni, ainsi que le 21 mars, quand ce même dirigeable bombarde Paris. Pendant toute la guerre, les dirigeables vont terroriser les citoyens français et anglais. En février 1915, les premiers avions armés d'une mitrailleuse, les Vickers FB-5, équipent une escadrille de chasse britannique du Royal Flying Corps. Le gouvernement allemand proclame zone de guerre les zones territoriales britanniques et c'est le début, pour la première fois dans l'histoire, de la guerre sous-marine. En réponse, le 1er mars, les Alliés étendent leur blocus à la totalité des marchandises allemandes, tandis qu'une flotte britannique sort victorieuse d'un combat avec une escadre allemande près du Doggerbank en mer du Nord. La guerre se prolonge et devient une guerre d'usure qui met à l'épreuve tant les forces morales que matérielles des combattants. Les offensives de 1915, dont nous parlions dans les épisodes précédents, ont réussi à bousculer quelque peu les dispositifs allemands, mais c'est au prix de pertes alliées effroyables. Le 22 avril, une nouvelle arme est utilisée. Pour la première fois de l'histoire, les gaz asphyxiants sont utilisés par les Allemands à Stenstadt et à Ypres contre les Belges et les Anglais. L'effet est immédiat et foudroyant et provoque des milliers de morts et de blessés lourds et graves. Mais jamais les Allemands ni les Alliés, qui laissés à leur tour, ne procèdent à une utilisation systématique, contrairement à ce qui est retenu dans la mémoire collective. Contrôlant mal le mouvement des vents, les uns et les autres craignaient que les nappes ne se retournent. 1917 connaît une crise qui affecte tous les secteurs. Malgré les échecs des batailles de Verdun et de la Somme, le général Nivelle élabore un nouveau plan d'attaque frontale qui doit être le dernier. Il choisit un secteur situé entre Reims et Soissons, le chemin des Dames, qu'il estime mal défendu. Pendant 6 semaines, de début avril à la mi-mai, des assauts successifs tentent de conquérir ce site. Pendant le premier assaut, 40 000 Français tombent sur le feu infranchissable des mitrailleuses allemandes. L'attaque n'avait rien d'une surprise parce que les Allemands avaient appris par des prisonniers la prochaine offensive contre leur ligne et avaient grandement amélioré leur position en plaçant davantage de mitrailleuses, en construisant des souterrains de protection et des abris souterrains à 10 ou 15 mètres de profondeur. En tout, 270 000 soldats français périssent. L'échec de l'offensive du chemin des Dames a pour conséquence immédiate des mutineries qui s'élèvent contre les conditions de combat et non contre le fait de combattre lui-même. Parmi les 40 000 mutins, il n'y a pas de désertion, ni de fraternisation avec l'ennemi. Ils restent dans leur cantonnement et refusent de monter en ligne. Ils insultent les officiers qui jugent incompétents. Les mutins sont alors punis par Pétain, devenu le général en chef des armées françaises à la place de Nivelle. Il y eut 629 condamnations à mort, et finalement, en comptant les cas de mutilation volontaire, 75 exécutions, dont 27 pour actes de mutinerie. Pétain tente alors de mettre fin au mécontentement des soldats en améliorant leur vie quotidienne par le repos, la nourriture et le rythme des permissions. Pendant ce temps, dans l'océan Atlantique, la guerre sous-marine à outrance continue. Le torpillage du paquebot britannique Lusitania le 7 mai 1915, tuant 128 personnes,
fera basculer l'opinion publique américaine et internationale en faveur de la guerre contre l'Allemagne. 2 ans plus tard, en 1917, sous la pression des militaires et notamment de l'amiral Tirpitz, le Kaiser décide à pratiquer la guerre sous-marine à outrance à nouveau, c'est-à-dire faire couler tous les navires se rendant au Royaume-Uni, même les neutres. Les Allemands espèrent ainsi étouffer l'économie britannique et la contraindre à se retirer du conflit. En avril 1917, les sous-marins allemands ont déjà coulé 847 000 tonnes, soit l'équivalent du quart de la flotte commerciale française. Toutefois, l'organisation de convois, sous la protection de la marine anglaise et le drainage des mines, réussissent à émousser l'arme sous-marine. En fin de compte, au lieu de faire baisser les pavillons au Royaume-Uni et de terroriser les neutres, la guerre sous-marine, à outrance, provoque l'intervention états-unienne. De plus, le Royaume-Uni demande l'aide du Japon. Le croiseur Akashi et 8 destroyers japonais sont envoyés à Malte, chiffre qui est porté par la suite à 17 navires, sans compter les navires à commandement mixte. Cette flotte d'escorte et de soutien protège les convois alliés en Méditerranée et permet aux troupes alliées d'être acheminées d'Égypte vers Salonique et Marseille, pour prendre part à la grande offensive de 1918. Le destroyer Matsu a d'ailleurs sauvé plus de 3000 soldats et membres d'équipage du navire de transport Transylvania, torpillé au large des côtes françaises. En tout, le Japon a escorté 788 bateaux en Méditerranée, dont 700 000 hommes de troupes du Commonwealth britannique. La maladresse de la diplomatie allemande va alors achever de provoquer le revirement des États-Unis dans la guerre. En janvier 1917, le ministre conseiller allemand Zimmermann n'hésite pas à promettre au Mexique l'alliance de l'Allemagne contre les États-Unis avec, pour salaire de la victoire, le retour des provinces perdues, le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Cette intervention du Kaiser dans les affaires américaines suscite l'indignation. Le Congrès des États-Unis d'Amérique décide alors, le 6 avril 1917, l'entrée en guerre contre les empires centraux. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, fixe dès janvier 1918 ses objectifs de paix. Plusieurs pays d'Amérique latine vont alors s'engager dans ce conflit aux côtés de l'entente en suivant les États-Unis d'Amérique. Alors, que va-t-il se passer ? Qui va sortir vainqueur de ce conflit ? Qui va être le grand perdant ?